Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va rencontrer deux représentants de l'Institut du savoir Montfort avec qui on va parler du lien entre les polluants et le diabète de type 2. Ça, je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est et on va apprendre ça en cours d'émission. Et on va aussi parler avec une autre des représentants du programme de subvention de l'Institut du savoir Montfort. On aura plus de détails sur tous ces éléments-là. On a aussi notre coach de vie, Carole Thériault, qui est avec nous, qui va nous partager ou peut-être nous aider, je devrais dire, à connaître nos valeurs de vie. Fait que si vous les connaissez pas, restez avec moi parce que on va avoir des informations sur tout ça durant l'émission. Et tout de suite pour commencer, le droit famille, là, je vais le dire, on l'a en primeur avec Monsieur Dufresne, on l'a en primeur parce que c'est votre première entrevue télévisée. Oui, effectivement. Oh, ouais. Okay. Le journal Le Droit, hier, on avait le magazine qui était encarté. Ça vient tout juste de sortir, c'est tout chaud et il est plein de choses intéressantes. Il est tellement de choses intéressantes, il faut le dire, là. Et puis c'est un trimestriel, non, à la base? Trimestriel pour l'instant, mais à partir de fin août, début septembre, il passe aux 2 mois. Alors, okay. C'est un magazine qui est très, très populaire. Excellent, parce que la dernière fois, je pense qu'il y a une bonne attention du public, surtout quand on représentait des femmes. C'était dans le mois de mars, je dirais. Mois de mars, mois des femmes. On a fait un coup de chapeau à des femmes des médias dont vous étiez. Oui. Et on s'est dit, pour le mois de juin, ben tiens, pourquoi ne pas... On pense à papa. Oui, on va penser à papa. On va penser, puisque c'est la fête des pères. Oui. Alors, un numéro qui est dédié aux pères en particulier, avec en couverture Papa Patrick Groux, l'humoriste, oui. bien connu. Et les gens réalisent peut-être pas que Patrick Groux, il est né à l'hôpital Montfort et ses parents, à ce moment-là, vivaient à Gatineau, où il a grandi pendant de nombreuses années. Il a vécu ailleurs au Québec, il a vécu dans l'Est ontarien également. Donc, c'est vraiment un petit gars de chez nous. Et on le connaît comme humoriste, mais on le connaît moins comme père. Et parce qu'il garde ses enfants à l'abri des médias, pour des raisons fort simples. Il dit, écoute, quand j'ai commencé ma carrière, les gens venaient frapper à ma porte pour avoir des billets. Il dit, je voulais protéger mes enfants de ça. Les gens, des fois, réalisent pas toujours que tu es une personnalité publique, mais tu es aussi un être humain. Et tu as une vie. Tu as une vie, tu as des enfants, tu veux les protéger un petit peu de tout ça. Alors, il me raconte sa séparation de sa conjointe initiale avec qui il a eu des enfants. Il est maintenant avec une autre conjointe sous une formule qui, apparemment, Claude Andrea, fonctionne de façon de plus en plus populaire de nos jours, c'est-à-dire lui et elle n'habitent pas ensemble. Et il dit que comme ça, on respecte les enfants de l'un et de l'autre et se trouve très choyé dans sa vie actuelle. Alors, on lève un petit peu la couverture sur sa vie de papa dans ce numéro-là. Et puis, pourquoi vous avez choisi Patrick? Parce que, je l'ai côtoyé il y a de nombreuses années. Patrick, les gens s'en rappellent peut-être, a déjà co-animé l'été dans l'émission du matin de la station de radio de Gatineau. Et c'était une station pour laquelle je travaillais. Et je savais que Patrick avait un vécu très intéressant et que c'est un gars qui adore notre région. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas parler de Patrick? Et puis, en tant que papa, comment il est? Il a expliqué, c'est vrai que je pense que c'est écrit dans la revue. Il n'a pas voulu mettre ses enfants en avant, mais quand même, il a expliqué son quotidien, de comment il est comme papa. C'est un gars qui essaie beaucoup d'amener ses enfants à réfléchir et à être eux-mêmes et à ne pas suivre les courants, les tendances. C'est pas parce que tout le monde se jette à l'eau que tu es obligé de te jeter à l'eau. Arrête, pense, est-ce que c'est bon pour toi? Alors, c'est un papa qui donne des petites leçons de vie comme ça à ses enfants lorsqu'il va à l'école le matin. C'est intéressant, je vous invite à mieux connaître Papa Patrick. C'est bien dit, Papa Patrick. Il y a aussi le dossier in vitro. Il nous reste 2 minutes, là. Le dossier, in vitro, la fécondation in vitro, la procréation assistée, les gens voient ça comme une technique miraculeuse. C'est vrai que ça fait occasionnellement des miracles. Il faut savoir que c'est pas souvent et que il y a un coût à ça. Il y a un coût sur votre couple, il y a un coût sur votre santé et il y a un coût financier. Je pense à 3 exemples qu'on a mis de l'avant. Un couple pour qui ça a bien fonctionné, un couple pour qui ça a fonctionné, mais il y a eu des difficultés, et un couple pour qui ça n'a pas fonctionné du tout. Qui n'ont pas aimé, oui, c'est ça. Qui n'ont pas aimé l'expérience, la façon que ça s'est fonctionné. On ne prend pas parti.
on vous présente les faits, on vous invite simplement à réfléchir avant de vous embarquer dans une démarche comme celle-là et être bien conscient de ce que ça implique de s'embarquer dans une démarche qui se poursuit souvent sur 1 année ou 2 années et pas toujours avec succès. C'est ce que vous disiez tantôt, là, c'est pas une option miracle, là, comme dès qu'on s'en va et puis tout fonctionne pour de vrai, là. C'est-à-dire que ça fait des miracles dans certains cas, lorsque vous ne pouvez pas avoir d'enfant de façon naturelle et que la procréation assistée vous le permet. Effectivement, dans certains cas, ça fonctionne et c'est littéralement un miracle qui n'aurait pas été possible il y a 50, 60 ans. Cependant, parce que ça fonctionne de temps en temps, on a l'impression que c'est facile et que ça marche pour tout le monde. Et c'est ça à quoi il faut faire attention. Ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il faut juste savoir dans quoi on s'embarque. Et puis avoir les bonnes informations. Et dans ce dossier-là, on a les bonnes informations pour pouvoir faire le choix qui nous sied le mieux. C'est bien ça? Oui. Il y a plein de dossiers qu'on va essayer de découvrir. Fait que je vous garde avec moi et vous aussi, je vous demande de rester avec moi parce qu'on va continuer de découvrir les autres dossiers du droit famille. Entre autres, on va parler du naturisme. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, restez avec moi. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ne décrochez pas. Ensuite, je vais mettre les arbres, qui est un jaune brun. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. L'apéro avec Julie, je reçois Mme Sophie Grégoire-Trudeau, Mme Sylvie Lapointe et Mme Nathalie Masségou pour célébrer la femme. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec M. Dufresne du droit famille, qui est en train de nous présenter ce nouveau numéro du droit famille. Et il y a un dossier que je trouve vraiment poignant dedans, dénommé Au nom du père. Ça fait longtemps que cette question-là me tracasse. Depuis 50 ans, ou dans les 50 dernières années, dans les cas de divorce, les femmes ont eu vraiment des privilèges qui étaient, je pense, réalistes par rapport à l'époque où elle vivait. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 50 ans, quand il y avait une séparation, la femme pouvait se retrouver à la rue, rien du tout. Et les lois sont venues changer ça. Et les lois sont venues donner une préséance à la femme pour, entre autres, la garde des enfants et avoir droit à une pension alimentaire. Sauf que c'est un peu comme un pendule qui aurait été trop loin. Et seulement, Claude Andrea, depuis les 5 dernières années, commence-t-on à constater que les tribunaux ramènent un peu le rôle du père à autre chose qu'un guichet automatique, c'est-à-dire quelqu'un qui doit fermer sa gueule et payer. Et là, on commence à reconnaître que, ben oui, il y a des pères qui sont capables d'élever leurs enfants et d'avoir du bon sens. Merci, papa. Lui, il me mettait la couche quand j'étais petite. J'ai vu des photos. Donc, ils sont capables. Oui, et pas seulement de façon sporadique pour les besoins d'une photo. Il y a des pères qui sont effectivement plus engagés dans l'éducation de leurs enfants que des mères qui, par exemple, sont devenues des professionnels, ont très peu de temps et tout ça. Les rôles inversés, ça existe. Et là, les tribunaux commencent à reconnaître ça lorsqu'il y a le partage de la garde. Mais attention, vous savez, quand on parle de garde partagée, il y a une différence entre la garde partagée et la garde physique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir comme homme, comme papa, la garde partagée de votre enfant, mais ne jamais les voir. Comment est-ce possible? Bien, c'est que pour la loi, il y a une différence entre la garde partagée, c'est-à-dire on va tous les deux contribuer à payer les dépenses des enfants, et la garde partagée physique qui dit « je vais avoir la garde de mes enfants physiquement
avec moi pendant une semaine sur 2 ou quelle que soit la formule. C'est 2 choses qui ne vont pas nécessairement ensemble. OK. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de faire, c'est cette conscience-là qu'on est en train de changer dans la mentalité des décisions des tribunaux. Les papas s'engagent de plus en plus, mais il reste aussi au niveau de la société que les rôles sont encore bien campés. Par exemple, quand l'école a un problème avec un enfant, qui ils appellent? Ils s'appellent maman. Ouais, Ils s'appellent maman. Alors que maintenant, on a beaucoup moins le téléphone à la maison. On a papa a son téléphone, maman a son téléphone. Alors, et là, il y a des courants comme ça qui doivent changer tranquillement, pas vite, pour redonner au papa ses lettres de noblesse. Sa place de parent, au même titre que les mamans. Et il y a des choses, parce qu'on se dit, bon, c'est-tu vraiment important? Est-ce que le père peut faire une aussi bonne... Il y a une étude qui avait été faite, qui ont conclu dans le passé que des adultes dont les parents s'étaient séparés pendant leur enfance, ces adultes-là présentaient un risque accru d'être en mauvaise santé. Pas forcément juste psychologique, même en santé physique. Donc, la garde partagée, que les 2 parents aient accès aux enfants, c'est important dans la croissance et dans même la santé des enfants plus tard lorsqu'ils sont adultes. OK. Donc, c'est vraiment un sujet qui est super important parce que j'ai bien aimé le début de la page qui parle de ce domaine au nom du père parce que ça disait il ne faut pas juste le camper au terme de guichet automatique. Ça, c'est vraiment venu me chercher parce que on le voit vraiment de plus en plus. Oui, j'ai la garde des enfants. Oui, ils sont malades, tu ne peux pas les voir, mais tu dois continuer de payer ça et ça. Je l'ai vécu très près de moi. C'est une petite tranche de vie rapidement. Un ami à moi qui était un collègue de travail dans une autre vie. Il est entré à la maison. Il y avait un bungalow à Gatineau. Et il entre à la maison un jour. Plus de meubles, plus rien, c'est vidé, c'est fini. Et il y a un document sur la table qui lui apprend que sa femme vient de se séparer, qu'elle a la garde exclusive des enfants et qu'il lui est interdit de voir ses enfants. Et attention, je connais le gars en question, c'était pas un père abusif ou il n'y avait aucun dossier criminel ni rien de ça. Wow. Le choc a été tellement grand, il a essayé de se défendre et on parle de quelque chose qui est survenu il y a une quinzaine d'années. Et à ce moment-là, les pères n'avaient pas grand poids devant la justice. Le choc a été tellement grand qu'il est littéralement devenu fou. Il a quitté son emploi, il a tout perdu, il vit en marge de la société et il s'en est jamais remis. C'est triste et ça, c'est un exemple parmi dans d'autres. Vous allez me dire, c'est exceptionnel et tout ça, mais il y a beaucoup plus de pères qui ont vécu des détresses psychologiques qu'on le pense à cause de cette ancienne façon de voir et qui n'aident pas les enfants. Ça n'aide vraiment pas parce que d'autant plus que les hommes, on dit en société qu'ils ne montrent pas leurs émotions. Donc, le monsieur ne peut pas ressortir ce qu'il sait. Fait qu'il s'accumule et puis, comme on l'a dit tantôt, il va virer de bord. Et puisque sa femme l'a laissé, il a l'impression qu'il est un mauvais père et qu'il n'a pas à revendiquer la présence de ses enfants parce qu'il vient d'être jugé comme mauvais père et il n'en parle pas, il ne s'ouvre pas, il ne va pas chercher d'aide parce qu'un homme, ça ne va pas chercher d'aide. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit casser comme mythe, là. Alors, les papas, on vous aime. Alors, le troisième dossier que je trouve super intéressant aussi... On va pas commencer à lever nos affaires, là. Le naturisme. Oui, le naturisme. Alors, c'est un peu tabou parce que les gens ont tendance à le plugger au sexe alors que ça n'a pas rapport du tout. Tu me le dis après avoir lu l'article, mais est-ce que c'est ce que tu pensais? Oui, même encore dans ma région, d'où est-ce que je viens, quand on parle de ça, tu peux pas te promener nu comme ça. Non, on te voit d'une manière comme un peu bizarre. Mais savais-tu qu'à Ottawa, il est légal pour une femme de se promener les seins nus sur la rue? D'accord, c'est à la l'été. plage. Mais tu peux pas le faire dans un endroit public, par exemple, public-privé, genre un centre commercial, un restaurant, des choses comme ça. Mais beaucoup de gens ignorent que c'est tout à fait légal, tout comme il y a des naked bike run, qu'on appelle, qui sont des randonnées à vélo nues qui se font à peu près une fois par année. Il y a beaucoup de mythes. Les gens associent encore beaucoup le naturisme, la nudité de façon générale avec le sexe. Si tu es nu à la maison ou si tu vas dans un camp nudiste parce que tu es un pervers. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir selon les gens que nous avons interrogés. On a parlé avec les propriétaires d'un club naturiste Bear Oaks dans la région de Toronto. On a parlé avec les gens de Ontario Naturiste Outaouais, ici dans la région. Et ce qui en ressort, c'est que le naturisme, c'est un mode de vie. C'est une façon pour des gens d'être en harmonie avec la nature et sans les barrières que met la société, sans les tabous. Et c'est surtout, et c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant, je pense, Claude Andrea, c'est de s'accepter soi-même. Le naturisme, c'est d'accepter que nos corps ne sont pas parfaits et que c'est correct que nos corps ne soient pas parfaits et que les gens qui sont dans les mêmes activités que toi sont là pour les mêmes raisons que toi et s'acceptent autant qu'ils t'acceptent.
27, sans te juger. Ouais. C'est ça que on en parlait tantôt, là, parce que je vais virer de bord parler des femmes, là. Combien de femmes arrivent maintenant à se tenir devant un miroir et puis se dire, OK, j'aime mon corps? Non, il y a forcément quelque chose qu'on n'aime pas. Alors que si on apprend à connaître notre corps, à se côtoyer, parce qu'on n'a pas les plus beaux corps. Il y en a de plus beaux, il y en a de plus, on va dire, de plus laids que le nôtre, mais au moins essayer de s'accepter. J'aime bien ça. Maintenant, est-ce que comme parent, adulte, il est correct d'être nu, par exemple, à la maison, devant des enfants? Et là, je ne parle pas d'un bambin de 3-4 ans, je parle des enfants de 7, 8, 10, 11 ans, 12 ans. Ça, c'est une bonne claque pour moi. Je ne me sentirais pas capable de faire ça. Si les naturistes commencent le naturisme, la pratique du naturisme à la maison et ailleurs très jeunes, ça devient incidentiel pour les enfants selon les constats que j'ai faits. Les jeunes à qui j'ai parlé, quand je dis « fais-tu quelque chose de voir des adultes? » Puis 65, 70 ans, on n'est pas toujours au pic de notre forme. Et les enfants sont totalement indifférents à ça. À ceux que j'ai parlé. Je ne dis pas commencer demain matin avec un enfant de 7-8 ans qui va avoir la même réaction que quelqu'un qui a grandi avec ça. Le naturisme chez les enfants, il faut savoir aussi que chez les sexologues, on regarde ça avec une certaine prudence. Okay. Parce que la pudeur chez les enfants se fait entre 3 et 7, 8 ans, et l'enfant n'est pas toujours en mesure de l'exprimer, ça. Bon, il nous reste 30 secondes, mais on va continuer rapidement et puis inviter le monde à aller... À lire, effectivement, pour en savoir. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire, là. Le droit famille, il a été distribué dans les écoles du CEPEO, les écoles primaires. On peut le retrouver chez différents marchands du côté de l'Outaouais. Et en ligne, bien sûr, ledroit.com. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et puis vous, à la maison, là, n'oubliez pas, on célèbre les pères dans ça, mais il y a tellement de sujets intéressants. Donc, n'oubliez pas de vous rendre dans vos kiosques à journaux pour récupérer votre droit famille. Après la pause, on va parler avec une représentante de l'Institut du savoir Montfort. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Que soit pleine ou dorée, croissant ou caché, dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'eau beau crépuscule, il soupire dans sa bulle, pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier, pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. Quand tu parles à la lune, quand tu parles retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec une représentante de l'Institut du savoir Montfort. Et puis il faut rappeler qu'il faut faire vraiment une différence entre l'hôpital Montfort et l'Institut du savoir Montfort. C'est vraiment deux choses différentes, là. Oui, même si quelque part, on a tendance quand même à se sentir tous un peu employés de Montfort parce qu'on est géré par des ressources humaines de Montfort. Mais effectivement, l'hôpital, l'Institut du savoir Montfort, en fait, regroupe en fait l'Institut de recherche et le secteur éducation. D'accord. Et l'hôpital Montfort, c'est vraiment tout ce qui est service de soins de santé. Mais toutes les connaissances que nous, on génère en fait au niveau de l'Institut du savoir Montfort ont toujours pour but de servir l'hôpital Montfort et donc les populations francophones en situation séparées, mais très, très, très en commun. Certainement, on est tous une même famille. Exactement. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour parler d'un programme de subvention qui s'en vient pour 2019-2020. Est-ce que vous pouvez donner ou décrire un peu ce que c'est que ce programme?
Oui, bien sûr. Alors, nous, dans le cadre, en fait, de l'Institut du Savoir Montfort, on offre, en fait, des programmes, on a un programme de subvention, un programme de financement pour des projets de recherche, notamment. Donc, ça s'appelle Programme de subvention Savoir Montfort, pour être original. Et ce programme-là, en fait, on l'a mis en place pour pouvoir permettre à des projets de recherche qui sont prometteurs et qui sont innovants, de pouvoir avoir un financement pilote pour pouvoir en fait générer des connaissances ou des données probantes qui vont être utiles pour faire des demandes de subventions dans des organismes externes de majeure envergure comme les 3 conseils de recherche du Canada. Donc on parle ici des IRSC, donc des instituts de recherche en santé du Canada, le CRSNG, donc le conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, et le CRSH, donc le conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et puis, quand vous parlez de subventions, on le donne à qui? Qui est apte à venir vous voir pour vous présenter un projet pilote? Mais c'est une excellente question. En fait, les conditions, en fait, pour pouvoir être admissible, c'est d'être, en fait, un membre de chercheur de l'Institut du Savoir Montfort ou encore un stagiaire postdoctoral de l'Institut du Savoir Montfort. Par contre, si un chercheur est intéressé et a une idée de recherche, il peut toujours nous contacter. Et nous avons un site internet, donc savoirmontfort.ca. Nous contacter avec son idée de recherche et le bureau de la recherche va s'arranger pour faire un jumelage avec des chercheurs qui traitent les mêmes thématiques que lui. On est toujours ouvert à avoir de potentiels chercheurs qui sont intéressés justement à devenir membres. Et puis donc on va dire dans le fond, c'est ouvert à la base pour les personnes qui sont chercheurs à Montfort déjà, à le savoir, mais c'est aussi ouvert à toute autre personne. Parce qu'il y a possibilité de jumelage et même d'insérer en même temps l'Institut du Savoir Montfort. C'est exactement ça. Excellent. Alors, pour les projets pilotes, quels sont ceux que vous allez retenir ou comment est-ce que vous voyez ceux que vous allez retenir? Dans quoi vous vous fixez pour faire le choix? Mais c'est encore là, justement, une bonne question. On a des orientations stratégiques, en fait, à l'Institut du Savoir Montfort. Donc, nos 3 orientations stratégiques, en fait, c'est services de santé, éducation et transfert de connaissances. Et ensuite, on a aussi comorbidité physique et mentale. Donc, en fait, dans les services en santé, ce qu'on vise à faire là-dedans, c'est vraiment développer des approches qui sont innovantes pour pouvoir implanter ou innover et changer, en fait, les services de santé déjà au sein de l'hôpital et pourquoi pas les exporter et même changer aussi la transition de soins dans les différents services. Je vous donne un exemple, un patient qui part de la chirurgie ou qui va dans le département en fait de médecine interne, on veut s'assurer qu'en fait même dans sa transition de soins, en fait il a des services de santé optimaux de manière à ce que son bilan comparatif par exemple de médicaments puisse suivre dans ce département-là et même une transition de soins en fait de l'hôpital vers la communauté. Donc en fait on a une chaire de recherche justement en services de santé pour pouvoir développer des approches innovantes pour améliorer les services de santé. L'autre axe, en fait, que nous avons, c'est la comorbidité physique et mentale. On parle beaucoup de la relation bidirectionnelle, justement, entre la maladie mentale et la maladie physique. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est générer des connaissances pour mieux étudier cette relation bidirectionnelle entre santé mentale et santé physique et faire une meilleure prévention, un meilleur dépistage précoce et développer, justement, des interventions. J'aime bien cette approche-là parce que quand vous parlez d'éducation, c'est des connaissances qui seront transcrites à des personnes qui sont en train d'apprendre et là former la relève. Et là, justement, vous arrivez justement à notre 3e orientation stratégique qui est éducation et transfert de connaissances. Dans l'éducation, justement, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut mettre en place, en fait, des méthodes de formation qui soient les développer, les adapter à un réseau de professionnels en santé francophones dans un contexte minoritaire. Parce qu'on a beaucoup justement de ressources en anglais. On a besoin justement de former ce personnel-là francophone de manière à ce que Montfort garde son mandat provincial qui est justement de servir cette population-là. Le transfert de connaissances, notamment, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir, en matière de recherche, continuer ce transfert de connaissances? On s'assure que dans nos demandes de subvention, on est toujours un utilisateur de connaissances. Qu'est-ce que c'est qu'un utilisateur de connaissances? C'est une personne qui participe, en fait, qui est partie intégrante de l'équipe de recherche, mais dont les connaissances qui vont être générées vont lui être utiles directement. Donc, en fait, c'est une personne dans l'équipe de recherche qui va utiliser les connaissances qui vont être générées de cette recherche-là. Par exemple, un utilisateur de connaissances, ça peut être un patient.
Ça peut être un aidant naturel, ça peut être un professionnel de la santé, ça peut être un administrateur en soins. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est que le fait qu'ils soient là, ils vont toujours s'assurer que les besoins de cette population particulière soient toujours entendus dans l'équipe de recherche. Alors, c'est la et pratique améliorer du coup, en même exactement temps du projet. Okay. Donc, en fait, on sait que pour un transfert de connaissances efficace, il faut déjà avoir ces acteurs-là à la base dans l'équipe de recherche pour pouvoir aider et diriger justement le projet de recherche pour améliorer les politiques en santé et la pratique justement en matière de santé. Dépendamment du projet, les montants doivent varier parce que OK, d'accord. Alors, pour les différents, on estime ça à combien? En fait, pour cette année, en fait, on estime qu'on aura un budget qui variera entre 300 000 et 400 000 $. On a 4 axes de financement. Oui. Dans l'axe 1, justement, on a des projets pilotes pour un montant de 25 000. Donc, en fait, ce sont des projets qui vont, comme j'ai dit, qui doivent être innovateurs, qui ont un potentiel, justement, d'être subventionnés par des organismes externes. On a un axe 2 qu'on appelle projet pilote clinique. Ce sont des projets qui répondent à un besoin clinique de l'hôpital. Ouais. Et dans ces projets-là, on veut s'assurer que le co-candidat ou l'une des personnes qui va soumettre le projet avec le chercheur, soit un professionnel ou un membre du personnel de Montfort. Donc, ça peut être un gestionnaire de service, ça peut être un administrateur de la santé, ça peut être un ergothérapeute ou un physiothérapeute ou une infirmière qui travaille dans le service. Et l'axe 3, c'est 50 000 $. Ce sont des projets de moyenne envergure. On veut s'assurer, en fait, que ce projet réponde à 2 de nos orientations stratégiques. D'accord. L'année dernière, on a gardé un focus en fait sur la multimorbidité, donc la co-occurrence en fait de plus de 2 maladies chroniques mentales ou physiques, parce que ça rentrait justement dans l'une des stratégies 2021 de l'hôpital Montfort qui voulait être un centre d'excellence, qui veut être un centre d'excellence en gestion de maladies chroniques. D'accord. Et ensuite, on a un axe 4. Ce sont des projets de grande envergure pour un financement de 100 000 $, et encore là qui doit répondre justement aux orientations stratégiques de l'ISM. Vous pensez loin, mon Dieu, vous pensez très très loin, vous êtes déjà loin. Puis comment est-ce qu'on vous contacte, quelqu'un qui nous regarde, par exemple un chercheur ou quelqu'un qui veut être en tout cas se mettre avec un chercheur pour soumettre un projet, ou comment il fait? Bien, on a comme j'ai dit, on a notre site internet déjà savoir-montfort.ca et la rubrique recherche, il peut avoir des informations. Sinon, il peut envoyer un courriel à ism-recherche@montfort.on.ca. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir. Alors, vous à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.savoirmontfort.ca dans la section recherche pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas soumettre votre candidature. Après la pause, une autre représentante sera avec moi. Avec elle, on va parler du lien entre les polluants et le diabète de type 2. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants vont prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche des choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec une autre représentante de l'Institut du savoir Montfort, avec qui on va parler du lien
entre les polluants et le diabète de type 2. Dans l'entendement de tout le monde, en tout cas pour moi surtout, là, on se dit, c'est par rapport à la génétique. Quand c'est dans ta famille, quelque part, hein, tu as possible d'avoir ça, mais ça par rapport aussi, hein, il y a d'autres facteurs. La génétique, évidemment, est impliquée dans le développement du diabète de type 2. Si un de tes parents ou un oncle, une tante, un grand-parent a eu le diabète de type 2 dans le passé, on a plus de chances de le développer. Évidemment, on s'intéresse beaucoup à l'alimentation, puisque le diabète de type 2 est relié à l'obésité. Il y a 80% des personnes diabétiques qui sont aussi obèses. Donc, il y a un fort lien entre les deux. Donc, une mauvaise alimentation avec une consommation de graisse, des mauvaises graisses, les graisses saturées, et aussi le manque d'activité physique. Ce sont des causes du développement du diabète. Mais ça n'explique pas qu'il y ait eu une augmentation si importante du diabète dans les 20 dernières années. Oui. Il y a environ un tiers des Canadiens qui sont diabétiques ou qui ont un prédiabète, donc qui vont devenir diabétiques dans les prochaines années. Donc, on peut pas expliquer pourquoi il y a eu autant d'augmentation du diabète dans les 20 dernières années seulement par l'alimentation et l'activité physique. Oui, parce que l'alimentation, si je veux pas vous couper, mais parce que l'alimentation, il y a plein de campagnes qui sont faites pour que tout le monde essaie de manger correct. Puis le monde s'y suit. Donc, comment ça pourrait augmenter? On peut dire que tout le monde suit, là. Pratiquement. Moi, je sais. C'est très bien. Mais oui, non, mais ça explique pas tout. Puis il y a des études qui ont montré que l'augmentation de la consommation du sucre ou des graisses ne correspondait pas à l'augmentation de la prévalence du diabète. C'est pour ça que vous avez fait des recherches avec les polluants. Donc, par contre, il y a des études qui montrent que plus on est exposé à des polluants, par exemple, si vous travaillez dans une usine où il y a beaucoup de polluants, des choses comme ça, on a plus de risques de développer le diabète de type 2. Et des études qui ont été faites sur des animaux, si on traite des animaux avec certains polluants, ils vont développer le diabète de type 2. Donc il semble aussi y avoir un lien entre une exposition à des polluants et puis le développement du diabète. C'est pas la seule cause. OK. Entre autres. Alors, les polluants, quand vous parlez de polluants, on en a parlé de deux. Par exemple, si vous travaillez dans une usine ou peut-être que vous utilisez des produits pour des... Comment vous êtes arrivé à trouver cet aspect, ce facteur-là? Donc, il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui ont montré que des personnes qui sont en contact avec des polluants vont plus développer le diabète, ou des personnes qui ont plus de polluants dans leur circulation sanguine. C'est comme ça qu'on les mesure pour savoir si on a été exposé. Ils sont plus aussi à risque d'avoir un diabète. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à savoir, OK, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau moléculaire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi être exposé à certains polluants peut provoquer quelque part. Et puis, on a aussi parlé des muscles. Parce qu'il y a le rôle des muscles aussi. Parce que là, je comprends. Il faut que vous m'expliquiez exactement. C'est quoi le rôle? C'est vrai que quand on parle du diabète, on ne pense pas aux muscles en premier, là, parce qu'on sait que le diabète, c'est un problème de production d'insuline. Oui, l'insuline, elle est produite par le pancréas. Donc, on pense plus au pancréas. Pourquoi les muscles? Le muscle, ça représente, chez une personne en santé, ça représente 40% de la masse totale de notre corps. Okay. Donc, c'est quasiment la moitié de ton poids. Et dans le muscle, les sucres sont mis en réserve. Et après un repas, juste après un repas, il y a 80% du sucre qui va être mis en réserve dans le muscle. Pour de vrai? Pour de vrai. OK. Donc, c'est le lieu où il y a le plus de sucre, en fait, qui est mis en réserve. Donc, si vous avez un problème de stockage des sucres dans le muscle, le sucre va être dans la circulation sanguine et c'est ça qui cause le diabète. Donc, c'est pas juste OK, oui, réguler son alimentation, mais aussi, est-ce que les polluants, comme on a parlé tantôt, eux aussi jouent un rôle pour les muscles, là? Donc, c'est ça qu'on étudie dans mon laboratoire. Donc, certains de mes étudiants étudient comment certains polluants peuvent affecter l'entrée du glucose, des sucres dans le muscle, et voir si certains polluants peuvent empêcher les sucres de rentrer correctement, et puis ce qui expliquerait une augmentation de la glycémie et le développement du diabète. Vu ce que vous êtes en train de faire comme recherche, qu'est-ce que vous
proposerait ou préconiserait aux personnes qui nous regardent? Parce que là, moi, je commence à être un peu flou parlant des polluants un peu partout, mais ça veut dire qu'on peut l'attraper quelque part, un peu partout, le diabète. On est exposé à des polluants dehors dans la rue, on est d'accord. Nous, on s'intéresse à un polluant que tout le monde connaît bien, c'est le BPA. Vous savez, c'est quand vous achetez des bouteilles, des gourdes d'eau, c'est toujours marqué BPA free. En fait, c'est un produit qui est mis dans les plastiques pour rendre les plastiques plus rigides. Donc vous en avez dans des bouteilles d'eau ou dans des contenants en plastique, par exemple les boîtes en plastique où vous mettez votre nourriture. Puis quand c'est chauffé, le BPA, il peut aller... Le micro-ondes. Dans la nourriture. Et c'est là où on est exposé à ce polluant. Surtout quand on chauffe des contenants en plastique. Donc ça, c'est pour ça que les biberons des bébés sont maintenant sans BPA. Mais le gros problème, c'est que les industries ont remplacé le BPA par d'autres substances qui sont très identiques. Donc il y a marqué qu'il n'y a pas de BPA dans votre bouteille, dans votre biberon, mais il y a un autre BP quelque chose qui a certainement des effets similaires. Donc c'est ça qu'on étudie. Donc déjà, même pour changer nos habitudes, on devrait arrêter de faire chauffer des affaires en plastique au micro-ondes, parce que on le fait très souvent, c'est rapide, vous savez, de mettre ça au micro-ondes. Puis quoi d'autre qu'on devrait faire attention, par exemple? Déjà, il faut faire attention... donc à être le moins possible exposé donc à certains polluants dans l'environnement. Il y a beaucoup de polluants qui vont s'accumuler dans les graisses. Alors c'est un peu contre-intuitif parce qu'on va penser si je mange de la nourriture comme des poissons qui ont été pêchés ou je sais pas, des animaux que vous avez chassés, on va penser que c'est plus sain que d'aller par exemple prendre des poissons qui ont été mis dans une pisciculture par exemple, mais ces poissons-là en pisciculture sont pas exposés aux graisses, aux polluants qui sont dans la mer. Ah, c'est vrai, parce donc que finalement, c'est peut-être mieux. Il y a peut-être d'autres choses qui... Non, c'est très compliqué. Mais comme ces polluants s'accumulent dans les graisses, et donc il y a beaucoup... le plastique qui se trouve dans la mer et toutes ces affaires. Et aussi tous les déversements qu'il peut y avoir de polluants dans la mer, etc. Puis il y a beaucoup d'études qui ont montré que des personnes qui mangeaient des poissons de la pêche, et c'est surtout le cas dans le nord du Canada, par exemple les Inuits, ils vont beaucoup pêcher ou manger donc des produits de la nature qui sont exposés à ces polluants. Et donc les Inuits sont plus exposés aux polluants et ont plus de risque de développer le diabète à cause de ça. Super intéressant votre recherche. Et où est-ce qu'on la retrouve? Est-ce qu'elle est en ligne ou vous n'êtes pas encore terminé? Si vous allez sur le site du Savoir Montfort dont a parlé Ursula tout à l'heure, vous trouverez le lien vers le site de mon laboratoire. Dans l'onglet recherche? Dans l'onglet recherche. Il y a la liste de tous les chercheurs. Puis donc il y a mon nom, Céline Aguerre, et puis vous pouvez ensuite aller voir la recherche. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et vous à la maison, déjà, chauffez plus vos affaires au micro-ondes avec du plastique. Ça déjà pour commencer. Pour avoir des informations sur cette recherche, www.savoirmontfort.ca dans l'onglet recherche. Et puis vous cherchez juste Céline Aguerre. Alors après la pause, on va essayer de découvrir nos valeurs de vie avec notre coach de vie, Carole Thériault. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radio, je suis maintenant avec notre coach de vie, Carole Thériault. Et puis aujourd'hui, on apprend à découvrir nos valeurs de vie. C'est quoi déjà une valeur? Bien, avant, j'aurais le goût de te poser la question, est-ce que tu connais, toi, tes valeurs? Est-ce que tu sais ce qui est important pour toi dans ta vie? Tu m'as allumé tantôt avant la famille. La famille, oui. C'est quelque chose qui est important, oui. Oui, c'est ça. Puis c'est là que tu m'as appris que c'était une valeur parce que moi, c'était juste, oui, j'aime la famille. J'ai le sentiment de famille, mais je savais pas que c'était une valeur. Oui, puis c'est intéressant ce que tu apportes parce que quand moi j'accompagne les gens, c'est un aspect que j'explore toujours avec mes clients. Puis souvent, les gens ne sont pas conscients de leurs valeurs. Ils vont m'en parler, mais ils ne savent pas que c'est vraiment une valeur. C'est ça. Puis, mon constat aussi, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs valeurs ou ils ne sont pas conscients de leurs valeurs. Quand moi, j'ai commencé dans le coaching il y a plus de 15 ans maintenant, et même avant, c'était quelque chose qui, moi, je voulais connaître mes valeurs. Puis je peux te dire que c'est encore aujourd'hui toujours un travail sur moi parce que, tu sais, on connaît nos principales valeurs. Pour certaines personnes, on va être en mesure de nommer nos principales valeurs, mais toutes les autres, il y en a plusieurs qui sont comme inconscientes, fait qu'il faut amener ça à la conscience. Donc, puis on change tous les jours à chaque fois. Donc, absolument, absolument. Fait que donc, si vous ne savez pas c'est quoi vos valeurs aujourd'hui, sachez que c'est tout à fait normal, mais on peut faire un travail pour amener ça à la conscience. D'accord. Alors, la valeur. On la définit comment? Bon, bien, une valeur, dans le fond, ce sont les choses qui sont vraiment importantes pour nous. OK? Fait que c'est ce qui nous guide dans la vie. C'est vraiment comme une boussole. C'est comme quelque chose qu'on place devant nous. C'est la manière... Les valeurs, c'est la manière qu'on veut se comporter dans la vie. C'est le genre d'être humain qu'on veut être dans la vie. OK? Fait que moi, je dis souvent à mes clients, les valeurs, c'est un peu comme... les étoiles dans le ciel, tu sais. C'est quelque chose vers lequel on tend, mais sans nécessairement jamais les atteindre réellement. Je te donne un exemple, OK? Alors, on parle souvent de santé. On a parlé de ça au début de l'année. Moi, j'ai une valeur santé. On ne peut jamais dire que un jour, on va atteindre la santé. On peut l'optimiser, mais ça va être toujours comme un processus. On est toujours en voie de... C'est ça, exactement. Fait que comme c'est des étoiles dans notre ciel, mais c'est toujours quelque chose vers lequel je tends parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Alors, pour des personnes, ça va être la famille, comme tu viens de mentionner. Pour d'autres personnes, par exemple, ça va être l'amitié. Il y a d'autres personnes, ça va être la réussite. Il y a d'autres personnes pour qui ça va être la fidélité. Pour d'autres, ça va être le respect, l'intégrité, l'authenticité, la créativité. Alors, on peut avoir plein de valeurs. D'accord? Alors, comment tu penses qu'on devrait faire pour découvrir ces valeurs? Ah oui, ça, c'est une belle question. Bon, il y a différentes façons de découvrir ces valeurs. Fait que je vous en propose quelques-unes aujourd'hui parce que comme c'est pas nécessairement évident de les trouver. Fait qu'on peut commencer par quelque chose de simple. Un exercice souvent que je donne à mes clients, c'est de partir de ces expériences de vie significatives. D'accord. Faire un bilan, de regarder dans ma vie, quelles ont été vraiment les expériences qui ont été vraiment une source de joie et de grande satisfaction dans ma vie. OK? Fait que, par exemple, si pour moi, ça serait d'avoir, je sais pas, moi j'ai fait un voyage pendant plusieurs mois au Mexique et puis ça a été une grande source de satisfaction pour moi. Et puis pourquoi ça a été une grande source de satisfaction? Bien, parce que derrière ça, il y avait des valeurs qui étaient comblées, qui étaient rencontrées, c'est-à-dire ma valeur de liberté. Alors ça a été une valeur que je pouvais vivre à travers cette expérience-là. Puis une valeur aussi d'aventure. Alors, quand on arrive à nommer des expériences qui ont été significatives, par exemple, il y a des gens qui vont avoir des enfants. Mais qu'est-ce qui fait que derrière ça, ça a été quelque chose, une expérience significative pour moi? Pourquoi c'est Oui, exactement. Fait que, donc, de commencer à faire un inventaire de ces expériences-là. Une rétrospection. Oui, exactement. Pour essayer de voir où est-ce qu'on s'en va. Tout à fait. OK, d'accord. Comme récemment, il y a quelqu'un qui me parlait qui avait fait une course
qui avait fait un marathon. Puis, ce week-end? Non, il y a quelques semaines passées, c'est ça, exactement. Et cette personne-là me partageait que ce pourquoi cette expérience-là était significative dans sa vie, bien, ça venait combler une valeur de dépassement de soi. Hein? Il y a des gens qui vont courir pour rencontrer une valeur de santé. Il y a des gens qui vont courir pour rencontrer une valeur de dépassement de soi. Puis il y a des gens qui vont courir parce qu'ils veulent, par exemple, contribuer à une cause. Alors, on va avoir des buts qui peuvent répondre à des valeurs qui vont être différentes d'une personne à l'autre. D'une personne à l'autre. OK. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui aime beaucoup donner de soi, est-ce que ça, c'est une valeur? Oui, absolument. Le don de soi, tout à fait. OK. Des fois, ça va prendre un langage différent. C'est ça. Ça peut être la contribution, être au service aider les gens. Mais effectivement, c'est une valeur. D'accord. OK. D'accord. Alors, de quoi tu voulais nous parler d'autre? Bon, OK. Là, c'est intéressant. Bon, alors, je viens de vous partager un premier truc pour identifier ces valeurs. Un deuxième, ça serait des fois par les personnes qui ont été... qu'on admire dans notre vie. J'ai parlé de ça dans une chronique au niveau des talents. Alors, une personne qu'on admire, comme moi, j'avais la personne, il y a Oprah, que j'admirais beaucoup. Je trouvais que c'était une personne qui vivait beaucoup dans l'ouverture puis dans l'authenticité. Alors, avec un charisme incroyable. Hein? Oui, puis une personne qui était capable de vulnérabilité, tu sais. Alors, ben pour moi, ça, c'est des valeurs qui sont importantes dans ma vie. Fait que des fois, d'identifier les personnes qu'on admire, ça peut être je parle d'Oprah, mais ça peut être une personne qui n'est pas tellement loin de nous, un membre de notre famille, un ami, un professeur, quelqu'un qui a été un mentor pour nous dans notre vie. Et il y a des qualités qu'on va admirer chez cette personne-là. Et souvent, ces qualités-là qu'on admire, ces valeurs... C'est ça qu'on recherche, dans le fond? Oui, effectivement, tout à fait. Okay. C'est pour ça qu'on les admire. C'est un peu comme quand on va être capable de nommer les forces d'une personne, puis on va dire « Ah, moi, je t'aime tellement pour ton talent de communication. » Mais souvent, c'est parce que quand on reconnaît le talent de l'autre, souvent, c'est qu'il y a une partie de nous qui le recherche aussi. Oui, exactement. Il y a une partie de nous qui a cette force-là aussi. Alors, c'est pour ça qu'on admire ça chez l'autre. Et puis, c'est pour ça que tu as parlé tantôt, en début d'entrevue, tu parlais de conscience. Parce qu'on n'est pas conscient souvent qu'on a ça en nous. Oui, exactement. Fait que donc, c'est pour ça que des fois, on va le nommer chez l'autre, mais on n'est pas encore en mesure de le percevoir chez soi. On est juste en mesure de percevoir chez l'autre. D'accord. Donc, première étape, c'est essayer d'écrire un peu des moments forts pour essayer de voir quelle satisfaction qu'on a reçue. Oui. En second lieu, essayer de voir ceux qu'on admire, parce qu'on pourrait s'identifier dans le fond à eux. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Puis, un autre moyen qu'on propose, c'est d'avoir des listes, consulter une liste de valeurs dans laquelle on peut aller choisir des valeurs puis dire, quand je lis cette liste de valeurs-là, il y a comme quelque chose qui vient me chercher plus particulièrement. Okay. Fait qu'il y a plein de listes de valeurs qui sont disponibles sur le web. On peut s'inspirer de ces listes-là pour définir ces valeurs-là. Donc, on y va par thème, par exemple. Oui, exactement. Fait que ça, c'est une autre façon. C'est un petit peu plus... disons, quand on choisit des valeurs, on peut avoir des valeurs qui sont vraiment intégrées dans notre vie, puis des valeurs qui sont désirées, c'est-à-dire qu'on aspire à ça, mais c'est pas encore pleinement intégré dans nos comportements de vie. Mais c'est quand même une bonne base pour partir quand on n'a vraiment aucune idée c'est quoi nos valeurs, qu'on peut nommer seulement une chose ou deux, parce qu'on a plusieurs valeurs, parce qu'on a plusieurs sphères de vie, puis à travers chacune de nos sphères de vie, il y a des valeurs de vie qui vont émerger autour de ça. Et puis, dépendamment, par exemple, je vais prendre, je vais essayer de... Aventure, par exemple. Oui. Si je pars par le thème aventure, vie excitante. Oui. Vie excitante, comme tu as dit, c'est dépendamment de la personne, parce que vie excitante, pour moi, ça peut juste être peut-être bien entouré, m'amuser, avoir du fun avec mes amis, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être voyager. Oui, exactement. Puis l'autre, tu amènes un autre point intéressant, Claude Andrea, c'est de prendre le temps, quand on a identifié nos valeurs de vie, après ça, de les définir. Dans quel domaine, c'est ça?
le sens, c'est quoi le sens que cette valeur-là prend pour moi? OK. Parce que, comme justement, on peut avoir toutes les deux la valeur aventure, mais pour moi, la définition, le sens que ça va prendre, c'est de voyager à travers le monde, puis d'expérimenter des nouvelles aventures. Pour d'autres, la valeur aventure, pour toi, ça pourrait avoir le sens de dire, ben moi, c'est quand je prends, je fais des activités à haut risque. Ouais, OK, que là, c'est là que je sens que ma valeur est vraiment rencontrée. Fait que donc, de définir sa valeur, ça va aider également d'amener de la conscience. Ben, qu'est-ce que ça veut dire pour moi si j'ai une valeur authenticité, si j'ai une valeur vulnérabilité, si j'ai une valeur beauté, si j'ai une valeur communication. Alors, tu sais, de prendre le temps de définir nos valeurs, tu sais. Parce que c'est bien ce que tu entends dire, parce que les thèmes, dépendamment du thème, il y a plusieurs éléments qui sont dedans. Oui. Puis, on ne peut pas se retrouver dans tout en même temps. Ah non, pas définitivement. Habituellement, là, quand on regarde un peu la façon que les gens ont de vivre leur vie, il y a comme l'expression, je te dirais, de 5 à 10 valeurs à peu près qui prennent le dessus, qui sont en dominance. Puis après ça, il y a toute une autre série de valeurs qui peuvent venir supporter une valeur dominante. Par exemple, si j'ai la valeur santé, ben c'est celle-là qui prend beaucoup qui est en prédominance dans ma vie. Mais je peux avoir d'autres valeurs qui sous-tendent cette valeur-là, qui va me permettre, elle, plus d'agir dans le sens que je veux agir. Donc, l'engagement, par exemple, ça peut être une valeur que j'ai qui sous-tend ma valeur santé, ou la valeur discipline, par exemple, ça va être une valeur qui va soutenir ma valeur santé. C'est vrai, hein? Ben oui, absolument. Tout à fait. Puis des fois, c'est ça qui... Quand les gens ont de la misère à trouver la motivation, c'est de regarder quelles sont les autres valeurs qui doivent soutenir ma valeur santé pour être capable d'avancer dans le sens que je veux aller, alors qu'il va faire en sorte que la motivation va être là. Fait que c'est toujours une question d'identifier nos valeurs qui sous-tendent ce qui est vraiment important pour nous. C'est plus difficile pour quelqu'un qui ne se connaît pas vraiment. Parce que là, tu nous as donné plein d'outils, mais peut-être quelqu'un peut être assis et puis se dit, ben, je me retrouve dans rien du tout. Alors que c'est impossible, en fait. C'est impossible. C'est juste que on n'a pas fait ce travail d'introspection, de s'arrêter puis de se poser les questions. Bien, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Fait que c'est justement une des raisons d'être, le pourquoi c'est important d'identifier nos valeurs. Bien, c'est un outil de connaissance de soi. Quand tantôt on parlait de Patrick Groux, il disait, moi, il éduque ses enfants pour que finalement ils puissent trouver leur voix. Fait que donc, quand on fait un exercice de connaissance de soi, bien, ça nous permet de mieux se définir dans qui on est. Fait que ça facilite notre vie et puis ça ajoute aussi un plus grand niveau de satisfaction quand on connaît nos valeurs de vie. C'est la même chose quand on connaît nos forces. C'est la même chose quand on connaît, par exemple, nos limites. C'est la même chose quand on connaît, par exemple, nos besoins. Fait que donc, c'est un outil de connaissance de soi. Quelque part, si on a des valeurs, comme on a dit, on peut avoir 5 à 10, là, ce serait bien de les pratiquer au moins pour pouvoir les développer quelque part? Oui, exactement. Ben, en fait, d'avoir des critères de vérification. Des critères, OK. Les critères de vérification, ce sont les critères dans la façon que je veux me comporter pour vivre ma valeur. D'accord. OK. Par exemple, je te donne un exemple. Si, par exemple, moi, j'ai une valeur qui est de la créativité, bien, une façon de vivre cette valeur-là, ça peut être, par exemple, de suivre des cours de peinture, d'art, de musique, qui fait en sorte que ça va me permettre, ça c'est un critère pour vivre ma valeur créativité. Il y a des gens que ça va pas assez, par exemple, dans leur emploi. Ils vont devoir avoir un emploi qui leur permette d'exprimer leur créativité. Alors, on a des critères pour exprimer notre valeur. D'accord. Okay. Ça c'est une ressource que tu nous as apportée, que tu veux nous présenter? Absolument. J'aime beaucoup cet ouvrage-là d'Isabelle. J'aime le titre déjà. Oui. Je suis comme je suis. Oui, c'est ça. Isabelle Nazaré-Aga, elle parle des valeurs, elle explique ce que c'est une valeur. Mais ce que j'aime particulièrement dans son livre, c'est qu'elle partage tout un lexique au niveau des valeurs.
Puis elle apporte une définition claire et aussi des comportements, des critères de vérification que je parlais tout à l'heure. Bien, elle apporte vraiment une définition, elle apporte vraiment une clarté au niveau de chacune des valeurs. Fait que ça nous permet de mieux voir, dire, OK, quand il y a ça, tel élément, bien, ça veut dire que j'aurais probablement cette valeur-là. Fait que c'est très intéressant pour ça. Fait que c'est un bel outil à consulter. On peut l'avoir à la bibliothèque ou on peut l'acheter tout simplement. En plus de ça, il y a aussi la liste des valeurs que tu as dit qu'il faudrait qu'on consulte d'abord. Comme ça peut mieux nous orienter en plus du livre. D'accord. Tout à fait, oui. Il faut savoir que une valeur, de connaître nos valeurs aussi, ça nous permet de prendre des décisions, faire des choix beaucoup plus facilement. Quand on connaît nos valeurs, on le sait, dans la vie de tous les jours, on a plein de décisions qu'on doit prendre, que ce soit, on fait juste penser, par exemple... Est-ce que je me lève pour aller au travail ou pas? C'est la première question. Oui, exactement, mais quand, par exemple, on vient pour acheter une voiture, bon, ce qui va nous aider à choisir une voiture plutôt qu'une autre, dans le fond, c'est souvent la clarté de nos valeurs. C'est vrai. Est-ce que je recherche une voiture qui va assurer ma sécurité, qui va assurer une fiabilité, ou je recherche plutôt une voiture... Juste le luxe. Le luxe, la beauté, le look, ou quelque chose qui va être écologique. On en est beaucoup dans cette ère de temps-là où on cherche des choses qui sont plus écologiques. Quelque chose qui va avoir une performance. Fait que ce sont nos valeurs qui sont derrière ça, qui vont nous aider à faire un choix plutôt qu'un autre. Je te garde avec moi pour la conclusion. Oui. Alors, nous, on revient juste après la pause et puis on continuera de parler des valeurs. Regardez, entre nous, sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Mick Michel, la muraliste et animatrice culturelle, qui nous parle de son métier non traditionnel. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, on rencontre l'auteur et conteur M. Marc Scott qui va nous parler de la maison d'Anna. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Carole et puis on parlait de connaître nos valeurs. On a parlé de plein d'affaires, de comment surtout reconnaître nos valeurs. Puis tu as ajouté quelque chose de super important à la fin. Il faut se connaître soi-même. Exactement. C'est ça le plan fort. C'est ça qui est le plus important. Savoir que quand on a bien identifié nos valeurs de vie, c'est ça qui va donner beaucoup de sens à notre vie parce que plus on s'aligne sur nos étoiles dans le ciel, puis qu'on marche on tend vers ça, bien, plus on va avoir un niveau de vivance dans notre vie, de satisfaction. Puis à l'inverse, bien, plus on s'éloigne de ça, moins c'est clair, bien, plus on peut vivre de l'insatisfaction puis du mécontentement. C'est juste parce qu'on se connaît pas assez que ça se passe comme ça, on se sent inconfortable à l'intérieur. Oui, puis savoir que se connaître, c'est un processus d'une vie. C'est pas, il n'y a pas de finalité par rapport à ça. Alors, donc, il faut s'amuser avec ça puis aller se découvrir chaque jour. Quand on va chercher une petite perle de plus sur qui on est, bien, c'est magnifique. On a grandi dans la journée. On est devenu un être humain beaucoup plus grand et plus... Merci beaucoup, Carole, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que vous aussi, à la maison, vous connaissez déjà un tout petit peu vos valeurs ou bien vous pouvez continuer de les identifier avec les outils qu'elle nous a partagés. Demain, je serai là encore avec vous et on va parler de la 44e édition du Festival franco-ontarien. Restez des nôtres, on se voit demain. Bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers.